Une nouvelle de Terry Bisson. Les ours découvrent le feu. Mon frère, le pasteur, mon neveu, le fils du pasteur et moi roulions dans ma voiture un peu au nord de Bowling Green quand un pneu a crevé. C'était un dimanche soir, à l'Interstate 65, en rentrant du foyer où nous étions allés rendre visite à mère. La crevaison a soulevé, comme qui dirait, des grognements entendus, car étant, d'après eux, le ringard de la famille, je répare mes pneus moi-même, et mon frère ne cesse de me répéter de prendre des radios au lieu d'acheter de vieux pneus. Mais quand on sait les monter et les réparer soi-même, ça vous revient une bouchée de pain. Comme nous avions crevé à l'arrière gauche, je me suis garé à gauche, sur l'herbe du terre-plein central. À la manière dont ma Cadillac a cahoté en s'arrêtant, j'ai compris que le pneu était foutu. Pas la peine de demander si tu as des répare-pneus dans le coffre, j'imagine, a dit Wallace. Allons, fiston, tiens-moi la lampe. Et je dis à Wallace Junior. Il est assez grand pour avoir envie d'aider et pas assez pour l'instant pour s'imaginer tout savoir. Si j'avais été marié et père de famille, j'aurais voulu des enfants comme lui. Le grand coffre d'une vieille Cadillac a la même tendance à se remplir qu'un hangar. La mienne est un modèle 56. Wallace étant en habit du dimanche, il n'a pas proposé de m'aider tandis que je cherchais le cric au milieu d'anciens magazines, d'ustensiles de pêche, d'une boîte à outils en bois, de vieux habits, d'un palan enveloppé dans un sac de semences de gazon et d'un pulvérisateur de tabac. La roue de secours m'a semblé un peu molle. La lumière s'est éteinte. « Secours, fiston !» ai-je dit. La lampe s'est rallumée. Le cric d'origine avait disparu depuis longtemps, mais j'en avais un autre, un petit hydraulique, développant un quart de tonne de poussée. Je l'ai déniché sous les vieux Southern Living de mer, années 78 à 86, que je comptais jeter à la décharge. Si Willis n'avait pas été là, j'aurais laissé Wallace Junior positionner le cric sous les cieux au lieu de m'agenouiller pour m'en charger. Il n'y a rien de mal à ce qu'un garçon apprenne à changer un pneu. Même si vous n'avez l'intention ni d'en réparer ni d'en monter, vous pouvez avoir à en changer plus d'un dans votre vie. La lumière s'est éteinte avant que j'aie décollé la roue du sol. J'ai été surpris de constater à quel point il faisait déjà sombre. Nous étions à la fin octobre et la température commençait à chuter. « Secoue encore, fiston !» ai-je dit. La lampe s'est rallumée, mais en donnant une lumière blafarde, incertaine. Avec des radios, on ne crève jamais, a expliqué Wallace d'un ton qu'il utilise pour s'adresser à plusieurs personnes à la fois, en l'occurrence à Wallace, Junior et moi. Et si par hasard ça vous arrive, il suffit d'injecter un peu de répare-pneus pour reprendre la route, 3,95 $ le bidon. Oncle Bobby sait réparer les pneus lui-même, a dit Wallace Junior, par loyauté, je présume. Lui-même, ai-je rectifié, à moitié sous la voiture. S'il ne tenait qu'à Wallace, le garçon parlerait comme ce que sa mère appelait un îlot du fin fond des montagnes, mais roulerait avec des pneus radio. Secoue encore la lampe, ai-je dit. Elle n'éclairait presque plus. J'ai dévissé les écrous, je les ai posés dans l'enjoliveur et j'ai retiré la roue. Le pneu était déchiré sur le flanc. En voilà un que je ne réparerai pas, ai-je dit. Cela ne me gênait pas du tout. J'en avais une pile aussi haute que moi à côté de la grange. La lumière s'est éteinte une fois de plus, puis s'est rallumée en éclairant mieux que jamais au moment où je positionnais la roue de secours. C'est nettement mieux, ai-je dit. Il y avait un flot de lumière orange, faible et incertaine, mais quand je me suis tourné pour ramasser les écrous, j'ai été surpris de voir que la torche tenue par le gamin ne marchait pas. La lumière provenait de flambeaux que 2 ours brandissaient à la lumière du bois. 2 gros ours, d'environ 1,5 quintal, dressés à presque 1,50 m de haut. Wallace Junior et son père les avaient vus aussi et restaient parfaitement immobiles. Mieux vaut éviter d'effaroucher un ours. J'ai pris les écrous dans l'enjoliveur et je les ai vissés. J'aime bien mettre un peu d'huile, mais pour cette fois, je m'en suis passé. J'ai glissé la main sous la voiture pour abaisser et dégager le cric.
J'ai été soulagé de voir que la roue de secours était assez gonflée pour qu'on puisse repartir. J'ai mis le cric, la clé en croix et le pneu crevé dans le coffre et l'enjoliveur avec, au lieu de le replacer sur la roue. Pendant tout ce temps, les ours n'ont pas bronché. Ils sont restés là à lever leurs flambeaux pour nous observer ou nous aider, je ne sais pas. On aurait dit qu'il y avait d'autres ours derrière eux, dans les arbres. Nous sommes remontés en voiture en ouvrant simultanément nos 3 portières et nous sommes partis. Wallace a été le premier à rompre le silence. « Faut croire que les ours ont découvert le feu », a-t-il dit. Quand nous avons installé mère au foyer il y a presque 4 ans, 47 mois exactement, elle nous a dit à Wallace et moi qu'elle était prête à mourir. « Ne vous inquiétez pas pour moi les garçons », a-t-elle chuchoté en nous penchant vers elle pour que l'infirmière n'entende pas. « J'ai roulé plus d'1 million de miles. Je suis prête à passer sur l'autre rive. Je ne ferai pas long feu ici. » Elle avait conduit un bus de ramassage scolaire pendant 39 ans. Plus tard, une fois Wallace parti, elle m'a raconté son rêve. Un groupe de docteurs était assis en rond et discutait de son cas. « On ne peut rien faire pour elle, les gars. Il faut la laisser partir, » disait l'un d'eux. Tous tournaient ensuite en souriant leurs mains vers le ciel. Comme elle n'est pas morte cet automne-là, cela a semblé la décevoir. Mais au printemps, elle avait tout oublié, comme cela arrive aux personnes âgées. En plus d'emmener Wallace et Wallace Junior lui rendre visite le dimanche soir, je retourne la voir seule le mardi et le jeudi. En général, je la trouve assise devant la télé, même quand elle ne la regarde pas. Les infirmières laissent le poste allumé en permanence. Elles disent que le scintillement plaît aux vieux, qu'il les calme. « C'est quoi cette histoire d'ours qui découvre le feu ?» m'a-t-elle demandé ce mardi-là. « C'est vrai », lui ai-je répondu tout en peignant ses longs cheveux blancs avec le peigne en coquillage que Wallace lui a ramené de Floride. Il y avait eu un article sur les ours lundi dans le Courrier Journal de Louisville et NBC ou CBS en avait parlé mardi dans leurs journaux de fin de soirée. Dans tout l'État et jusqu'en Virginie, des gens voyaient des ours. Ils avaient cessé d'hiberner et semblaient s'apprêter à passer l'hiver sur les terre-pleins centraux des interstates. Il y avait toujours eu des ours dans les montagnes du Virginie, mais chez nous, dans l'ouest du Kentucky, on n'en voyait jamais, du moins depuis presque un siècle. Mère était encore gamine lorsque le dernier avait été abattu. Le Courrier Journal pensait qu'il descendait des forêts du Michigan et du Canada en suivant la I-65. Mais un vieux d'Allen County, interviewé par un réseau de télévision nationale, a prétendu qu'il y avait toujours eu quelques ours dans les collines et qu'ils en étaient sortis pour rejoindre les autres maintenant qu'ils avaient découvert le feu. « Ils n'hibernent plus ?» ai-je dit. « Ils ont fait un feu qu'ils entretiennent tout l'hiver. »« Eh bien ça, » a dit mère, « qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir inventer encore ?» L'infirmière est venue lui enlever son tabac, signal de l'heure du coucher. Tous les ans, en octobre, Wallace Junior vient habiter chez moi quand ses parents partent en camp. Je sais que cela peut sembler très arriéré, mais c'est comme ça. Mon frère est ministre du culte, église de la voie vertueuse réformée, mais tire les 2/3 de ses revenus de l'immobilier. Élisabeth et lui vont en Californie du Sud participer à une retraite de succès chrétien, où des gens viennent de tout le pays s'entraîner à vendre des trucs les uns aux autres. Je sais à quoi cela ressemble. Pas parce qu'ils ont pris la peine de me l'expliquer, mais parce que j'ai vu les pubs du plan d'égalité et de succès renouvelable qui passent tard le soir à la télé. Le bus scolaire a déposé Wallace Junior chez moi le mercredi, le jour de leur départ. Le garçon n'apporte jamais beaucoup de bagages, vu qu'il a ici sa propre chambre. Étant l'aîné, je me suis accroché à la vieille demeure familiale dans les environs de Smith Grove. Elle commence à se délabrer, mais ça nous est égal, à Wallace Junior et moi. Il a aussi une chambre à Bowling Green,
Mais comme Wallace et Elisabeth déménagent tous les 3 mois, cela fait partie du plan. C'est ici, à la maison, qu'il garde le calibre 22 et ses bandes dessinées, autrement dit, tout ce à quoi tient un garçon de son âge. Dans la chambre que je partageais avec son père. Wallace Junior a 12 ans. Quand je suis rentré du travail, je vends des assurances sur récolte. Je l'ai trouvé assis à l'arrière, sur la véranda qui surplombe l'Interstate. Je me suis changé et je lui ai montré les 2 manières de sortir un talon de pneu, soit avec un marteau, soit en roulant dessus avec une voiture. La réparation des pneus à la main est un art qui se perd, comme la confection de sirop de sorgho. Mais le gamin n'a pas mis longtemps à piger. Demain, je te montrerai comment on replace un pneu sur une roue avec un marteau et un démonte-pneu, lui ai-je dit. Moi, j'aimerais bien voir les ours, a-t-il répondu. Il regardait vers la I-65 de l'autre côté du champ, là où les voies menant vers le nord en coupent un coin. La nuit de la maison, le bruit de la circulation fait parfois penser à une chute d'eau. On ne peut pas voir leur feu dans la journée, ai-je expliqué, mais tu le verras ce soir. Le soir, CBS ou NBC, je ne me souviens plus, a diffusé une émission spéciale sur les ours. On commençait à en parler dans tous les États-Unis. On en avait vu dans le Kentucky, en Virginie occidentale, dans le Missouri, dans l'Illinois au sud, et bien entendu en Virginie. Certains parlaient même de les chasser. Il y avait toujours eu des ours en Virginie. D'après un savant, ils allaient dans les États où il neigeait, mais pas trop, et où il y avait assez de bois sur les terre-pleins centraux pour faire du feu. Lui y était allé avec une caméra vidéo, mais on ne voyait sur ces images que de vagues silhouettes assises autour d'un feu. Un autre savant pensait que les ours étaient attirés par les baies d'un nouvel arbuste qui ne poussait que sur les terre-pleins centraux de l'Interstate. Il assurait que cette baie était la première espèce nouvelle de l'histoire récente et qu'on devait son apparition au mélange de graines le long des autoroutes. Il en a mangé une devant la caméra en faisant la grimace. Il l'a baptisée Baie-Neuve. Un écologiste spécialiste du climat a affirmé que les hivers chauds, l'hiver dernier, il n'était pas tombé un seul flocon à Nashville et Louisville n'avait connu qu'une unique et brève averse de neige, avaient perturbé le cycle d'hibernation des ours, ce qui fait qu'ils conservaient maintenant leurs souvenirs d'une année sur l'autre. Les ours ont très bien pu découvrir le feu il y a des siècles, sauf qu'avant, ils l'oubliaient. Une autre théorie voulait qu'ils aient découvert ou redécouvert le feu quand un incendie avait éclaté à Yellowstone quelques années plus tôt. Comme à la télé, on voyait moins d'ours que de types qui parlaient d'ours. Wallace Junior et moi avons cessé de la regarder. Après la vaisselle du dîner, j'ai emmené le gamin derrière la maison à la barrière. De l'autre côté de l'Interstate, entre les arbres, on voyait la lueur du feu des ours. Wallace Junior voulait retourner chercher son calibre 22 pour en descendre un, et je lui ai expliqué pourquoi cela serait mal. De toute façon, ai-je dit, tout ce que tu arriverais à faire à un ours avec une 22, ce serait de le rendre furieux. Et de toute manière, ai-je ajouté, la chasse à l'ours est interdite sur les terre-pleins centraux. Le seul truc délicat pour monter un pneu à la main une fois qu'on l'a placé sur la jante à coups de marteau ou en faisant levier dessus, c'est le positionnement du talon. Pour y arriver, il faut mettre le pneu en position verticale, l'enfourcher et le faire rebondir entre ses jambes tout en le gonflant. Lorsque le talon s'ajuste, cela produit un pop, des plus satisfaisants. Le jeudi, je n'ai pas laissé Wallace Junior partir à l'école. Je l'ai gardé à la maison et lui ai montré comment faire jusqu'à ce qu'il y arrive. Ensuite, nous avons escaladé la barrière et traversé le champ pour aller jeter un coup d'œil aux ours. D'après Good Morning America, les ours du nord de la Virginie ne laissaient jamais leur feu s'éteindre. Mais ici, à l'ouest du Kentucky, où le temps est encore chaud pour une fin d'octobre, il ne restait autour de leur feu que la nuit. Où ils allaient et à quoi ils s'occupaient dans la journée, je n'en sais rien. Peut-être nous observait-il depuis les buissons de Baie-Neuve, lorsque Wallace Junior et moi avons escaladé la barrière officielle et traversé les voies qui menaient vers le nord.
J'ai emporté une hache. Et voilà Junior sa 22. Pas pour tuer un ours, plutôt parce qu'un garçon aime bien se promener avec une arme à feu. Le terre-plein central était encombré de broussailles et de plantes grimpantes, au milieu desquelles poussaient des érables, des chênes et des sycomores. Même s'il ne se trouvait qu'à 100 mètres de la maison, ni moi ni personne de ma connaissance n'y était jamais allé. On aurait dit un pays artificiel. Au milieu, nous sommes tombés sur un sentier que nous avons suivi jusqu'à un petit cours d'eau qui sortait paresseusement d'une grille pour se jeter un peu plus loin dans une autre. Les empreintes dans la boue grise ont été les premières traces d'ours que nous avons vues. Particulièrement désagréables. Là où le feu avait brûlé, dans une clairière au pied d'un grand être creux, nous n'avons trouvé que des cendres. On avait tiré des rondins en un cercle grossier et l'odeur était plus forte. En fourrageant dans les cendres, j'ai vu qu'il y restait encore des braises pour faire repartir le feu. Aussi, je les ai replacées comme je les ai trouvées. J'ai coupé un peu de bois que j'ai empilé d'un côté juste pour me montrer bon voisin. Peut-être qu'à ce moment-là, les ours nous observaient des buissons. C'est impossible à savoir. J'ai goûté l'une des baies neuves et je l'ai recrachée. Elle était si sucrée qu'elle en devenait aigre. Exactement ce qu'on s'attend à voir un ours apprécier. Ce soir-là, après le dîner, j'ai demandé à Wallace Junior s'il voulait rendre visite à Mère. Je n'ai pas été étonné qu'il réponde oui. Les gamins sont plus respectueux que les vieux, le croient. Nous avons trouvé Mère assise devant le foyer sur la véranda en béton. Elle regardait passer les voitures sur la I-65. L'infirmière nous a dit qu'elle n'avait pas tenu en place de toute la journée. Cela ne m'a pas étonné non plus. Tous les automnes, quand les feuilles changent de couleur, elle redevient nerveuse, à moins que ce ne soit l'espoir qui la reprenne. Je l'ai ramenée dans la salle de séjour et j'ai peigné ses longs cheveux blancs. On ne parle plus que des ours à la télé, s'est plaint l'infirmière en passant d'une chaîne à l'autre. Quand elle est sortie, Wallace Junior a pris la télécommande et nous avons regardé une émission spéciale de CBS ou NBC sur des chasseurs de Virginie dont la maison avait brûlé. La télé a interviewé un chasseur et sa femme qui avaient justement perdu leur maison de 117 500 $ dans la vallée de la Shenandoah. Elle a dit que c'était de la faute des ours. Pas lui. Mais il avait réclamé des dommages et intérêts à l'État parce qu'il avait un permis de chasse en règle. On a vu ensuite le fonctionnaire d'État en charge de la chasse déclarer que la possession d'un permis de chasse n'empêchait pas, il me semble qu'il a dit n'interdisait pas, aux chassés de contre-attaquer. J'ai trouvé cette façon de voir assez libérale pour un officiel. Bien sûr, sa fonction le poussait à éviter de payer. Personnellement, je ne suis pas chasseur. Pas la peine de revenir dimanche prochain, a dit Mère Wallace Junior, en lui faisant un clin d'œil. J'ai roulé plus d'1 million de miles. Je suis sur le départ. J'ai l'habitude de l'entendre parler de la sorte, surtout à l'automne. Mais j'ai eu peur que cela perturbe le gamin. Et en effet, quand nous sommes partis, il m'a semblé préoccupé. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Comment qu'elle a pu conduire 1 million de miles? S'est-il étonné. Elle lui avait dit avoir parcouru 48 miles par jour pendant 39 ans. Et avec sa calculette, il avait trouvé que cela faisait, au total, 336 960 miles. Comment a-t-elle pu? Et c'était 48 le matin et autant l'après-midi. Plus les trajets pour le football. Et puis les vieux exagèrent toujours un peu. Maman a été la première femme à conduire un bus scolaire dans l'État. Elle l'a fait tous les jours, tout en élevant ses enfants. Papa ne se préoccupait que de la ferme. En général, je sors de l'Interstate à Smith Grove. Mais ce soir-là, j'ai poussé vers le nord pour faire ensuite demi-tour à Horse Cave, histoire que Wallace Junior et moi puissions voir les feux des ours. Il n'y en avait pas autant qu'on pouvait le croire en regardant la télé, seulement un tous les 10 à 12 kilomètres, caché au fond d'un bosquet ou sous une corniche rocheuse. Ils avaient sans doute tout autant besoin d'eau que de bois.
Voilà Junior voulait qu'on s'arrête, mais s'arrêter sur l'interstate est interdit, et j'avais peur qu'on se retrouve avec la police d'État sur le dos. Il y avait une carte postale de Wallace dans la boîte aux lettres. Elisabeth et lui se portaient bien et passaient des journées formidables. Rien à propos de Wallace Junior, mais le gamin n'a pas eu l'air de s'en formaliser. Accompagner ses parents ne l'intéressait pas plus que la plupart des enfants de son âge. Le samedi après-midi, le foyer appelait mon bureau, sécheresse et grêle de la ceinture de Burley, et m'a laissé un message pour m'informer de la disparition de mère. J'étais sur la route. Je travaille le samedi. C'est le seul jour où on a une chance de trouver chez eux les fermiers à temps partiel. Quand je suis rentré et que j'ai eu le message, mon cœur a littéralement eu un raté, mais rien qu'un. C'est un soulagement. Et je dis à l'infirmière quand je l'ai eu au bout du fil. « Vous ne comprenez pas ?» a-t-elle répliqué. « Elle n'est pas décédée, elle est partie. Votre mère s'est échappée. » Pendant que personne ne regardait, mère avait forcé la porte du fond du couloir avec son peigne et était sortie en emportant un couvre-lit du foyer. « Et son tabac ?» ai-je demandé. « Disparu aussi, signe certain qu'elle n'avait pas l'intention de revenir. » Comme j'étais à Franklin, il m'a fallu moins d'une heure pour rejoindre le foyer par la I-65. L'infirmière m'a dit que ces derniers temps, le comportement de mère s'était fait de plus en plus incohérent. Comment s'attendre à ce qu'ils disent autre chose? Nous avons sillonné le terre-plein, une simple demi-acre sans arbre coincé entre l'interstate et un champ de soja, puis ils ont voulu que je laisse un message au bureau du shérif. Ils continueraient à me facturer les soins de mère jusqu'à ce qu'elle soit officiellement portée disparue, c'est-à-dire jusqu'à lundi. Il faisait nuit quand je suis rentré à la maison et Wallace préparait le dîner. Cela consistait simplement à ouvrir quelques boîtes présélectionnées et regroupées par un élastique. Quand je lui ai appris que sa grand-mère était partie, il a hoché la tête en disant « Elle nous l'avait bien dit ?» J'ai appelé en Floride et laissé un message. Je ne pouvais rien faire de plus. Je me suis assis pour essayer de regarder la télé, mais il n'y avait rien d'intéressant. Puis, en jetant un coup d'œil par la porte de derrière, j'ai vu la lueur du feu qui scintillait entre les arbres, de l'autre côté de la voie de la I-65 qui mène vers le nord. Je me suis rendu compte que j'avais peut-être une idée de l'endroit où on pourrait retrouver mère. Le temps fraîchissait nettement, alors j'ai mis ma veste. J'ai dit au garçon d'attendre près du téléphone, des fois que le shérif appelle. Mais quand j'ai jeté un coup d'œil en arrière, une fois arrivé au milieu du champ, j'ai vu qu'il me suivait. Sans sa veste, je l'ai laissé me rejoindre. Il avait emporté sa 22, mais je l'ai obligé à l'abandonner contre notre clôture. J'ai trouvé plus dur à mon âge d'escalader la barrière officielle dans l'obscurité que dans la journée. J'ai 61 ans. Sur l'autoroute, il y avait pas mal de circulation avec des voitures qui roulaient vers le sud et des camions qui roulaient vers le nord. J'ai mouillé le bas de mon pantalon en traversant dans l'herbe longue du bas-côté, déjà humide de rosée. C'est de l'herbe bleue du Kentucky, pour tout dire. Quand nous nous sommes enfoncés sous les arbres, il y faisait nuit noire et le gamin m'a pris la main. Puis ça s'est éclairci. Au début, j'ai cru que c'était à cause de la lune, mais en fait, ça provenait des phares qui projetaient une lueur lunaire sur la cime des arbres, ce qui nous a permis, à Wallace Junior et moi, de trouver notre chemin au milieu des broussailles. Nous avons vite retrouvé le sentier son odeur d'ours familière. J'hésitais à approcher les ours de nuit. Si nous restions sur le sentier, nous risquions d'en heurter un dans le noir, mais coupé par les buissons pourrait nous faire passer pour des intrus. Je me suis dit que nous aurions peut-être dû prendre la carabine, après tout. Nous sommes restés sur le sentier. La lumière semblait dégouliner comme de la pluie en haut des arbres. Nous n'avions aucun problème pour avancer, surtout si nous laissions nos pieds trouver tout seuls le chemin au lieu d'essayer de regarder le sentier. Puis j'ai vu le feu entre les arbres.
feu, il y avait surtout des branches de sycomore et de hêtre, c'est-à-dire du bois qui dégage très peu de chaleur et de lumière, mais énormément de fumée. Les ours n'avaient pas encore appris les avantages et les inconvénients de chaque bois. Mais pour ce qui est de l'entretien du feu, ils s'en tiraient bien. Un grand ours brun cannelle, sans doute un ours septentrional, l'attisait à l'aide d'un bâton et rajoutait de temps à autre une branche qu'il piochait dans un tas à côté. Les autres ours se tenaient à peu près en cercle, assis sur les rondins. C'étaient pour la plupart des ours noirs, moins massifs, dont une mère avec ses petits. Certains mangeaient des baies qu'ils prenaient dans un enjoliveur. Ma mère était assise parmi eux, le couvre-lit du foyer sur les épaules, sans manger, simplement à regarder le feu. Si les ours remarquaient notre présence, ils ne l'ont pas montré. Mère a tapoté une place à côté d'elle et je me suis assis. Un ours s'est poussé pour laisser Wallace s'asseoir de l'autre côté. Les ours dégagent une odeur rance, mais pas désagréable, une fois qu'on s'y habitue. Une odeur différente, plus sauvage que celle des écuries. Quand je me suis penché vers Mère pour lui parler à voix basse, elle a secoué la tête, se serait mal élevée de chuchoter devant ces créatures qui n'ont pas le don de la parole, m'a-t-elle fait comprendre sans ouvrir la bouche. Voilà Junior, gardez lui aussi le silence. Mère a partagé le couvre-lit avec nous et nous sommes restés assis pendant ce qui m'a semblé des heures, le regard plongé dans le feu. Le grand ours entretenait le feu. Il cassait les branches sèches en les tenant d'une main et en marchant dessus, comme font les humains. Il se débrouillait très bien pour ne pas le laisser faiblir. De temps en temps, un deuxième ours tisonnait le feu, mais aucun des autres n'y touchait, comme si quelques-uns seulement savaient manier le feu et qu'ils en faisaient profiter les autres. Mais ça se passe toujours comme ça, non ? Parfois, un ours plus petit pénétrait dans le cercle de lumière pour venir lécher une brassée de bois sur la pile. Le bois des terre-pleins centraux a une nuance argentée, comme le bois flottant. Voilà, Junior n'est pas de ces gamins qui ne tiennent pas en place. Ça m'a plu de rester assis là, à contempler le feu. J'ai pris un peu de Redman de Mère, moi qui ne chic jamais. On aurait dit qu'on lui rendait visite au foyer, mais en plus intéressant, grâce aux ours. Il y en avait 8 ou 10. Dans le feu, ce n'était pas si calme. Des petits drames éclataient, des cavités s'embrasaient puis s'effondraient dans un fracas d'étincelles. Mon imagination s'est mise à battre la campagne. J'ai parcouru des yeux le cercle d'ours et me suis demandé ce que eux voyaient. Certains gardaient les paupières baissées. Ils avaient beau être en groupe, ils semblaient encore tout seuls dans leur tête, comme si chaque ours était assis devant son feu, à lui. L'enjoliveur qui passait d'un ours à l'autre est arrivé jusqu'à nous. Nous avons tous les trois pris une baie neuve. Je ne sais pas pour Mère, mais moi j'ai juste fait semblant d'en manger. Voilà Junior a grimacé et recraché la sienne. Quand il s'est couché, je nous ai enveloppés tous les trois dans le couvre-lit. Il faisait de plus en plus froid, et nous n'avions pas de fourrure comme les ours. J'étais prête à rentrer à la maison, mais pas Mère. Il a levé le doigt vers la cime des arbres où une lueur s'étendait, puis sur elle-même. Croyait-elle que des anges descendaient ? Ce n'était que les phares d'un camion qui roulait vers le sud, mais elle a eu l'air rudement contente. Dans ma main, j'ai senti la sienne se refroidir de plus en plus. À l'aube, voilà Junior m'a réveillé d'une tape sur le genou. Sa grand-mère était morte, assise entre nous, sur le rondin. Le feu était couvert, les ours avaient disparu et quelques-uns coupaient à travers bois sans se préoccuper du sentier. Wallace. Avec 2 agents de la police d'État, il portait une chemise blanche et je me suis rendu compte que nous étions dimanche matin. Il a eu l'air triste en apprenant le décès de Mère, mais en dessous, il me semblait énervé. Les agents ont humé l'air en hochant la tête. On sentait encore très nettement l'odeur des ours. Wallace et moi avons enveloppé Mère dans le couvre-lit avant d'emporter son corps vers l'autoroute.
Les agents sont restés en arrière pour disperser les cendres du feu des ours et jeter leur bois dans les buissons. J'ai trouvé ce comportement mesquin. Ils étaient eux-mêmes comme des ours, chacun solitaire, dans son uniforme. L'Oldsmobile 98 de Wallace était garé sur le terre-plein, ses pneus radio comme écrasés sur l'herbe, entre une voiture de police avec un agent debout à côté et un corbillard. Une autre Oldsmobile 98. On ne nous a jamais signalé jusqu'ici qu'ils s'en prenaient aux personnes âgées, a dit l'agent à Wallace. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et je protestais, mais personne ne m'a demandé d'explication. Ils ont leur manière à faire, à eux. 2 types en costume sont sortis du corbillard et ont ouvert le haillon. Pour moi, c'est à ce moment-là que Mère a quitté ce monde. Nous l'avons mise à l'intérieur et j'ai pris le garçon dans mes bras. Et il tremblait alors qu'il ne faisait pas froid. Même en venant ton ami, la mort te fait parfois cet effet-là, surtout à l'aube, sur l'herbe humide et avec la police dans le coin. Nous sommes restés debout 1 minute à regarder passer les autos et les camions. C'est un soulagement, a dit Wallace. Incroyable qu'il y ait tant de circulation à cet endroit, à 6h22 du matin. L'après-midi, je suis retourné sur le terre-plein central couper un peu de bois pour remplacer celui que les policiers avaient jeté. Et la nuit venue, j'ai vu le feu entre les arbres. Je suis revenu 2 nuits plus tard, après l'enterrement. Le feu ronflait, entouré, pour autant que je puisse le dire, des mêmes ours. Je suis resté assis avec eux un petit moment, mais cela semblait les rendre nerveux, alors je suis rentré chez moi. J'ai pris une poignée de baies neuves dans l'enjoliveur. Le dimanche d'après, avec le gamin, je suis allé les déposer sur la tombe de Mère. J'ai essayé encore une fois, mais ça ne servait à rien. Elles étaient immangeables, sauf pour les ours. Les ours découvrent le feu est une nouvelle de Terry Bisson, narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.